Alors, plus sérieusement, on va donc maintenant parler de climat. Et on va commencer par quelque chose qui, au niveau d'études où vous êtes, devrait normalement vous être accessible. Et je dis normalement vous être accessible parce qu'on est absolument stupéfait par le nombre de gens qui ont fait des études à peu près similaires et qui continuent à faire cette confusion. Le climat et la météo, c'est pas la même chose. Ça s'apprécie avec des grandeurs qui sont les mêmes, mais ça ne s'apprécie absolument pas sur les mêmes échelles de temps et d'espace. Donc, le climat et la météo, dans les deux cas de figure, on va parler de température, on va parler de précipitation, on va parler de nébulosité, on va parler de vent, etc. Sauf que dans un cas, c'est instantané et local, et dans l'autre cas, c'est des moyennes et des variations de cette moyenne sur des espaces géographiques plus larges et des échelles de temps plus longues. Voilà, donc il y a toute la différence entre climat et météo qu'il y a entre votre note à une composition donnée et la moyenne, tous élèves confondus, des compositions ici sur 30 ans. Voilà. Et vous voyez très bien qu'on peut avoir l'une des deux grandeurs qui varie dans un sens sans que ça ne dise rien sur la note d'un élève particulier à une composition particulière. Donc quand n'importe qui vous dit le climat ne peut pas se réchauffer ou il ne peut pas se refroidir, comme le disait Allègre à cette émission dont je parlais, parce qu'il a neigé en Chine l'année dernière, on est en train de confondre la moyenne et la valeur isolée. Hein, c'est très exactement ça qu'on est en train de faire. Vous pouvez très bien vous prendre un plomb dans un contexte dans lequel la moyenne augmente. Absolument pas interdit, du reste vous en avez fait l'expérience. Donc le climat change, parce qu'une moyenne ça varie, sauf que par construction même, une moyenne fluctue moins rapidement que les valeurs isolées qui la composent. Hein, la variabilité sur la moyenne est toujours plus faible que la variabilité sur la mesure isolée. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est absolument majeur parce que c'est une confusion qui est permanente et en particulier dans le discours médiatique autour de ce genre de sujet, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Mais alors, vraiment sans cesse. Ça s'explique, si on commence à rentrer un petit peu dans le dur, par le fait que le climat peut être soumis à des tas de causes de variation, dont l'une est nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça n'est pas la seule. Ces causes de variation, elles ont ce qu'on appelle des échelles de temps caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a des durées en années qui correspondent au temps qu'il faut attendre d'une certaine manière pour aller au résultat. Il existe par exemple des variations des paramètres astronomiques de la Terre, ce que vous avez ici. Donc la Terre, les paramètres astronomiques de la Terre varient, l'orbite de la Terre se déforme légèrement au cours du temps sous l'effet de l'attraction des grosses planètes du système solaire, hein, comme il y a Jupiter et Saturne, eh bien on n'est pas juste dans un système à deux corps avec la Terre qui fait une belle ellipse autour du Soleil, qui ne varie pas, il y a des petites perturbations à l'orbite de la planète, donc l'excentricité de l'ellipse varie au cours du temps, et puis l'axe de rotation de la Terre s'incline plus ou moins sur le plan de l'orbite, et puis la Terre présente alternativement l'hémisphère nord et l'hémisphère sud quand elle est au plus près du Soleil, donc quand elle est au périgée, avec une espèce de périodicité de l'ordre de 13 000 ans, pour passer de l'un, plutôt de 26, pour passer de l'un à l'autre. Donc vous avez des causes de variation de l'orbite terrestre qui, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, ici vous avez une échelle logarithmique là, des échelles de temps caractéristiques, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, c'est ce facteur-là qui domine tous les autres. Donc, à l'échelle de la centaine de milliers d'années, pendant l'ère quaternaire, c'est les variations de l'orbite terrestre qui ont écrasé, entre guillemets, toutes les autres causes de variation du système climatique. Et c'est ça qui a provoqué en particulier l'alternance glaciaire-interglaciaire. Après, à des échelles de temps qui peuvent aller du million d'années au milliard d'années, vous avez la tectonique des plaques qui influe sur le système climatique, puisque en fonction de l'endroit où se trouvent les terres émergées, et donc par exemple la neige en hiver quand il y en a, hein, aux moyennes et aux hautes latitudes, eh bien vous avez un albédo qui change. En fonction de l'endroit où se trouvent les terres émergées, vous avez ou vous n'avez pas des déserts, et les déserts ont aussi un albédo qui est plutôt relativement élevé, et donc ça change le système climatique, parce que ça change la fraction de l'énergie solaire que le système conserve pour fonctionner. Et la tectonique des plaques forme également le relief, et elle est également à l'origine du volcanisme. Alors ça, par contre, c'est des variations du climat qui s'appliquent à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes. Quand vous avez une éruption majeure, type Krakatoa, eh bien, vous avez une répercussion sur le système climatique planétaire dans l'année ou les années qui suivent, parce que vous avez des injections massives de poussière dans la stratosphère, et ça obscurcit un tout petit peu l'illumination du Soleil, et ça modifie le climat sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que le million d'années, bien évidemment.
Après, vous avez des oscillations dans les compartiments fluides et semi-fluides de l'atmosphère. Donc fluide, c'est eau et air. Semi-fluide, c'est les glaces. Et ça, c'est des causes de variation du système climatique qui sont absolument majeures à l'échelle du siècle au millénaire. Ce qui domine le comportement du système climatique à l'échelle du siècle au millénaire, ce n'est pas l'atmosphère, c'est l'océan. Ce qui, soit dit en passant, signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cerné la variabilité de l'atmosphère à l'échelle de la quinzaine de jours. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de savoir quel temps il fera dans 15 jours quelque part pour être capable de dire des choses pertinentes sur la variation lente du système climatique à l'échelle du siècle. Ce n'est pas nécessaire. Et enfin, vous avez nous, bien évidemment, et la seule question qui aujourd'hui est posée à la communauté scientifique n'est pas est-ce que l'homme est responsable du changement climatique. Donc si vous pensez que la question est formulée comme ça, après vous pouvez faire un bouquin de 250 pages en disant c'est n'importe quoi, et vous aurez raison, puisque la question n'est pas formulée comme ça. La question, elle est formulée de la manière suivante, c'est est-ce que l'homme est en train de devenir la cause dominante de variation du système à l'échelle du siècle? Et si oui, où est-ce que ça peut nous emmener? C'est ça la question qui est posée. Jamais personne dans la communauté scientifique, là aussi je veux bien parier quelques bouteilles de champagne avec n'importe laquelle d'entre vous dans cette salle, que vous ne me trouverez pas un article scientifique dans lequel la question est libellée avec l'expression est-ce que l'homme est responsable du changement climatique? Jamais, nulle part. Je vous disais tout à l'heure qu'on confond sans cesse météo et climat. Sur ce petit graphique, en fait, la météo, c'est l'examen du système à l'échelle de la semaine ou de la journée. Et à ce moment, vous voyez que l'intersection à cette échelle de temps de cette ligne verticale ne concerne qu'un seul compartiment du système, c'est l'atmosphère. Donc en gros, pour être capable de savoir comment le système évolue à l'échelle de la journée ou de la semaine, il suffit de s'intéresser à la variation de ce qui se passe dans l'atmosphère, tout le reste pouvant être considéré comme constant. À partir du moment où vous vous intéressez à l'évolution du climat, ben là vous voyez qu'il y a des tas d'autres trucs qui se mettent à intervenir, le soleil, le volcanisme, l'évolution de l'océan, nous, l'évolution de l'atmosphère, etc. Et à ce moment, évidemment, la question est de savoir qu'est-ce qui va dominer là-dedans, comment est-ce que ce système qui est asservi dans tous les sens va se comporter quand vous commencez à tripoter de manière significative une de ses composantes. De manière naturelle, donc sans forçage humain, anthropique, c'est clairement la variabilité de l'océan qui domine à cette échelle de temps. Très clairement. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire, c'est cette différence absolument fondamentale qu'il y a entre variation locale et à de courtes échelles de temps du système et variation lente et à de longues échelles de temps du système. Je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que vous dormirez dans 3 semaines pour être capable de dire des choses sur quel genre de métier vous ferez en étant statistiquement correct dans 10 ans. J'en ai pas besoin. Voilà, c'est un élément qui n'entre pas en ligne de compte. C'est très important pour savoir où vous dormirez dans 3 semaines, ça c'est très clair. Ça n'a pas d'incidence sur ce que vous allez faire comme métier dans 10 ans. Statistiquement. Bon, voilà, c'est exactement pareil. La variabilité atmosphérique à l'échelle de la semaine n'a pas d'incidence sur la manière dont le système va se comporter à l'échelle du siècle. Pas d'incidence.